Ouais, en quelques mots pour parler de nos responsabilités communes et puis de la situation française qui, comparée à ce qui se passe en Grèce, est évidemment des aspects plus folkloriques, je dirais, et beaucoup moins dramatiques avec les deux aspects que tu viens d'évoquer. Pour vous dire quand même que en France, en ce moment, on est dans une espèce d'entre-deux. On a un œil sur le passé et puis un œil sur l'Europe, pour faire vite. Un espèce d'entre-deux où on est dans le déjà plus et le pas encore. Le déjà plus, ça c'est la bonne nouvelle, c'est Sarkozy. Donc on est dans une séquence électorale des législatives où a priori on est presque dans le déjà plus, je dirais, parce que Sarkozy est parti et puis là il reste l'UMP qui est en train de s'entre-déchirer, et ça je pourrais pas vous dire, mais c'est un instant de remobilisation pour nous quand même assez important par rapport aux dernières années, ou ne serait-ce que pour partager cette petite anecdote avec vous. Je dois vous avouer que, vu de France, quand on voyait il y a quelques mois maintenant des manifestations en Belgique qui réclamaient l'avènement d'un gouvernement par tous les moyens, c'était au même moment où nous on descendait en masse dans la rue pour plus en avoir du tout. Et à ce moment-là, vous pouvez savoir à quel point on aurait aimé simplement, l'espace de quelques instants, être à votre place, c'est-à-dire de plus avoir le gouvernement Sarkozy, parce qu'on en a mangé, on en a soupé en termes de rapport de force. Et pour nous, c'est un moment important. C'est un moment important parce que ça veut dire qu'on peut changer, en effet, de situation politique et qu'il y a une situation politique qui s'ouvre. Dans le pas encore, c'est quoi? Le pas encore, c'est justement cette nouvelle situation. Et nous, je dis, on a les yeux braqués sur l'Europe. En réalité, on a les yeux braqués sur la Grèce, évidemment, par le biais de notre nouveau gouvernement, Hollande, et de toutes les tractations, tous les rapports de force qui sont en train de se nouer dans cette Europe ou non qui va se construire avec le nouveau couple Hollande-Merkel. Et nous, on est exactement dans cette situation-là. Donc dans une séquence électorale qui est un peu bizarre en France en ce moment, qui est un peu une queue de comète par rapport à l'après-présidentielle, en gros, et qui a du mal à aborder la nouvelle séquence qui est en train de s'ouvrir. Et où du coup, pour parler de l'essentiel de la crise telle qu'elle est évoquée aujourd'hui dans le débat politique, malheureusement trop largement dans les formations politiques, c'est quoi? C'est pour nous dire que le problème c'est la Grèce, la solution c'est l'austérité, et puis de toute façon tout ça, Athènes c'est très loin. Ça, en gros, c'est les trois leitmotifs qui reviennent en boucle dans le discours politique en France. Le problème, c'est la Grèce, avec, dans la continuité du discours xénophobe, on a l'ancienne et la nouvelle version. L'ancienne version, c'était le gouvernement grec précédent qui était responsable de tous les maux. Bon, évidemment, le gouvernement précédent, comme tous les gouvernements libéraux du monde, ils ont défiscalisé les plus riches et ils étaient responsables en partie d'une partie des déficits, soit, mais là, la nouvelle version, elle est plus cruciale, elle est plus dure. C'est le peuple grec qui est responsable de la crise européenne et qui est responsable de la crise de la zone euro. Parce qu'elle a des mauvaises idées, le peuple grec a des mauvaises idées, il vote mal, il vote pour Syriza, et du coup on a des articles dans la presse, on explique textuellement, avec la photo, Tsipras, celui qui va faire tomber la zone euro. C'est comme ça que c'est expliqué. C'est comme ça que c'est argumenté, et y compris c'est du venin dans les bouches populaires, parce qu'il y a une autre partie des bouches populaires qui commence à dire, il y en a un peu ras-le-bol de payer pour les Grecs. Donc c'est un vrai, là il y a un travail d'explication à faire pour expliquer qu'évidemment la crise des dettes souveraines en Grèce, c'est simplement qu'un épisode supplémentaire de la crise financière du capitalisme qui a explosé en 2008, au moment de la crise des subprimes, quand des millions de personnes se sont retrouvées sur la paille, aux États-Unis, attirées par des prêts à guicheurs, en faisant des emprunts immobiliers, des personnes qui se sont retrouvées dans l'impossibilité de satisfaire financièrement ces emprunts-là. La dette des ménages est devenue la dette des organismes financiers qui les avaient financés. Il y a eu les plans de sauvetage, vous vous souvenez, des banques partout dans le monde, où il y a eu des centaines de milliards d'euros, des centaines de milliards de dollars. Et là, les capitalistes n'ont pas eu besoin de faire ne serait-ce qu'une journée de grève, même semi-générale, pour obtenir tout ça. Donc la dette, à ce moment-là, des banques, est devenue la dette publique. C'est cohérent, parce que cet argent n'est pas tombé du ciel, c'est avec l'argent des budgets publics qu'on a financé. Donc tout ça pour dire qu'évidemment, c'est l'expression de la crise, qui n'est pas la crise des Grecs, qui est la crise du capitalisme, évidemment. Je le dis, mais ça va toujours mieux en le disant, mais n'empêche que c'est un petit enjeu politique, y compris au sein de pas mal d'organisations de la gauche radicale actuellement en France, pour l'expliquer clairement, sans tourner autour du pot, c'est-à-dire d'expliquer à quel point le sort, y compris des différentes classes aujourd'hui dans les pays européens, dépend de l'issue du combat qui se mène actuellement en Grèce. Quand il y a une partie de la classe politique qui nous dit que le problème c'est pas la Grèce, c'est de toute façon pour nous dire d'une façon ou d'une autre que la solution c'est l'austérité. Alors avec différentes versions, hein, plus ou moins hard, plus ou moins soft, mais la solution c'est l'austérité. Et le problème de tout, c'est que l'austérité, en plus de tout le mal qu'on en pense, des inégalités qu'elle développe, elle a comme conséquence concrète d'alimenter la crise économique elle-même. Parce que la crise du capitalisme, elle est tellement structurelle, elle est tellement globale aujourd'hui, qu'elle est finalement la marque d'une fin de séquence,
la fin du cycle de la mondialisation libérale, où on a vécu avec une illusion, c'est qu'on pouvait faire de l'argent à partir de l'argent. Et la crise actuelle, structurelle, du capitalisme, elle est là finalement comme un violent rappel à l'ordre, un rappel au réel, d'autant plus violent qu'on a été loin dans le virtuel et dans la financiarisation de cette société qui est maintenant au bord de la rupture, entre d'un côté la production, de l'autre côté la finance, entre d'un côté finalement des circuits économiques et puis de l'autre côté des marchés financiers. Or l'austérité concrètement dans nos vies quotidiennes partout où on est, alors il y a des versions extrêmement agressives évidemment, notamment en Grèce, c'est retirer des emplois, retirer du pouvoir d'achat, et ça prive la population des moyens de consommer ce que la société produit. Ou plus exactement ce qu'on produit tous. Donc ça accentue la crise de surproduction, la crise de suraccumulation. Ça accentue la crise économique actuelle. Et puis le troisième élément, alors en France, en ce moment on y a droit, c'est tout ça, c'est très loin. Parce qu'Athènes c'est très loin, la Grèce c'est très loin. Même pour certains c'est pas suffisamment loin, puisqu'il y en a qui seraient carrément pour sortir la Grèce de l'euro maintenant. Et on voyait pourquoi pas la Grèce sur la Lune, ce serait plus simple comme ça. Alors si tant est qu'ils y arrivent, d'abord, les bourgeoisies européennes, à sortir la Grèce de l'euro, ce qui n'est pas gagné du tout, loin de là, parce qu'il y a des contradictions profondes au sein des bourgeoisies européennes. Et entre le retour, c'est-à-dire péter la zone euro, retourner aux États-nations, ou construire un État européen réel où on mutualise toutes les dettes, il y a toute une série de contradictions actuelles qui fait qu'ils ne pourront pas faire ce choix-là en l'état maintenant. Et quand bien même ils y arriveraient, ça ne réglerait rien aux problèmes politiques, par exemple en France, puisque par exemple il y a bon nombre de banques françaises qui sont actuellement contaminées, entre guillemets, par les crédits à risque qu'elles ont investis sur le dos du peuple grec actuellement. Tout ça pour dire à quel point il y a une connexion entre les deux. Et surtout pour nous, et là c'est là où je crois qu'il faut parler des convergences communes, je crois que ce qui se passe actuellement en Grèce c'est absolument dramatique et en même temps passionnant. C'est-à-dire que ça vient nous redire, mais c'est vieux comme, même s'il n'y a jamais de copier-coller et chaque période est particulière, c'est vieux comme toutes les séquences sociales et politiques de la crise économique majeure du capitalisme, comme un peu dans les années 30, puisque là on est en train de rentrer dans la deuxième phase, je dirais, de la crise économique en tant que telle. Ce qui se passe actuellement en Grèce et qui ne fait que commencer, ça nous rappelle premièrement à quel point, mais ça c'est bon pour nous, vous ici, nous en France, à quel point la crise économique se double d'une crise politique majeure, qui est marquée par une instabilité constante, chaotique, où tout peut changer. Alors là, tu l'as absolument bien résumé, ne serait-ce que sur les 4 dernières années, les scores électoraux, les rapports de force, les moments de flux, de reflux sociaux, tout peut bouger en quelques jours, en quelques semaines. L'ambiance sociale et politique d'un pays, et je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête maintenant, peut changer partout où on est, en quelques semaines, en quelques mois, avec des choses qu'on a tendance à sous-estimer nous-mêmes. Et on a tendance à intérioriser, et ce qui est légitime parce que ça c'est notre quotidien, le premier impact de la crise économique, qui est d'abord le retour du chacun pour soi. Ou quand il y a énormément de chômeurs par exemple, ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, on passe le plus clair de leur temps, du côté des patrons, à nous expliquer, si t'es pas content, tu prends la porte. Il y a plein de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver ton emploi. Ça pèse sur les rapports de force. Mais tout ça, ce qui se passe actuellement en Grèce, ça vient nous dire à quel point ça, il n'y a rien de définitif. Ça peut produire en effet le meilleur comme le pire, et c'est le deuxième aspect, c'est que ça vient nous dire à quel point il y a une course de vitesse, alors là, partout en Europe, entre d'un côté l'extrême droite, avec des secteurs de la droite traditionnelle et de l'extrême droite néofasciste qui font une course à l'échalote pour savoir qui aura le monopole de la droite populiste et raciste, et dans l'ombre de ces mouvements-là, des mouvements néo-nazis qui sont en train de réapparaître. Ça d'un côté, et de l'autre, les idées anticapitalistes en général, où notre responsabilité, évidemment, c'est de chercher à fédérer les forces anticapitalistes. Du coup, socialement et politiquement, ça nous donne une responsabilité majeure, mais majeure. Je pense y compris par rapport à ce qui se passe actuellement en Grèce, historique, alors c'est peut-être notre histoire, mais c'est pas que la nôtre. La première, c'est de voir tout de suite nos solutions au-delà des frontières. Et notre première responsabilité par rapport à la Grèce, c'est d'organiser un mouvement de solidarité effectif par rapport à nos propres gouvernements. Alors, nous en France, on en sait quelque chose. C'est-à-dire tous ceux qui participent à la spéculation sur le dos du peuple grec. Nous en France, on sait qu'on a une responsabilité unitaire là-dessus. Responsabilité aussi à faire en sorte qu'on ait le droit, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, aux premiers mouvements sociaux européens de l'histoire. Parce que ça, c'est une vraie perspective sur laquelle on peut faire militer des secteurs de la gauche sociale et de la gauche politique. Parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'en aussi peu de temps, dans autant de pays à la fois, il y a des mouvements de protestation majeurs, massifs, des mouvements de la jeunesse,
des grèves générales ou des grèves semi-générales. Tout ça, c'est pas coordonné, mais c'est la première fois que c'est planté comme ça dans le décor. Et notre responsabilité, c'est de chercher à coordonner, trouver le chemin des convergences de cette mobilisation pour avoir droit au premier grand mouvement social européen des peuples de l'histoire, au niveau de l'échelle européenne, parce que c'est à cette échelle-là que ça se pose. Deuxièmement, notre responsabilité politique, c'est de chercher à réhabiliter une perspective anticapitaliste dans ces mouvements sociaux. Et pour faire vite, je crois que l'heure est à chercher à faire la synthèse entre le social et le politique. Ça rejoint un peu la discussion que vous avez cet après-midi, sachant que chacun de nos mouvements ouvriers n'a pas la même histoire, n'a pas la même rapport entre le mouvement syndical et le mouvement politique, par exemple. Mais je crois qu'en gros, faire la synthèse entre le social et le politique, ça implique de penser que le social, c'est pas simplement ce qui s'occupe de la rue, et de l'autre côté, la politique, ce serait quelque chose de sérieux qui s'occuperait des institutions. Nous, on pense que dans ceux et celles qui animent les mobilisations sociales, il y a de la politique au bon sens du terme, et on pense que certains partis de la gauche anticapitaliste ont autant de légitimité que d'autres à agir sur le terrain social. Trouver le terrain de la synthèse sociale et politique, c'est pas évident, mais c'est la responsabilité qu'on a. La synthèse d'une orientation unitaire et radicale. On délaisse ni l'un ni l'autre, avec un rapport complémentaire entre les deux. Où on sort à la fois de l'illusion purement sociale et en même temps de l'illusion institutionnelle. L'illusion sociale, c'est le mouvement social se suffit en lui-même, par lui-même, et va accoucher de son propre débouché, sans passer par d'autres formes de radicalisation politique. Et l'autre forme d'illusion politique, et elle est devant nous, et j'insiste là-dessus, c'est que dans une forme et une situation aussi chaotique qu'en ce moment, personne ne peut faire de raccourci, il n'y aura pas de modèle préétabli. On voit bien que quelles que soient les orientations choisies par les organisations de la gauche radicale en Europe, des plus unitaires aux plus radicales, il n'y en a pas une qui est confrontée à des difficultés à un moment ou à un autre. Donc le problème, c'est de savoir comment on arrive à faire cette synthèse-là. Dans un contexte où, en effet, il peut y avoir maintenant, devant nous, des percées électorales de la gauche radicale, quelle que soit d'ailleurs son orientation. De la même manière, ces organisations peuvent être confrontées à des crises. Et le problème, c'est de ne pas avoir non plus l'illusion institutionnelle, c'est-à-dire que tout passe par le créneau politique, c'est-à-dire uniquement par la médiation des partis. Faire la synthèse entre le social et le politique. Alors une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, on n'a pas dit grand-chose, peut-être. Nous, vu de la France, ce qu'on a essayé de faire, c'est à travers les échéances politiques, sociales et électorales, et surtout électorales ces derniers temps, parce qu'on était amené à ça, essayer de planter dans le décor 3 drapeaux qui manquent cruellement si on ne les plante pas nous-mêmes. C'est le drapeau de l'anticapitalisme, le vrai, le drapeau de la démocratie directe, et le drapeau de l'internationalisme. Le drapeau de l'anticapitalisme, le vrai, puisque en effet on est dans une assemblée militante, je ne vais pas en faire des tonnes, ça servirait strictement à rien, mais c'est de savoir comment on peut militer ensemble pour proposer un plan d'urgence sociale et écologique pour la construction d'une autre Europe. En expliquant non seulement là où on pourrait prendre l'argent, mais surtout comment il faudrait le prendre. C'est-à-dire participer de façon non sectaire à des éléments de politisation au sein des organisations radicales de la gauche, qu'elles soient sociales ou politiques, et poser des questions clés, essentielles. Je pense notamment à la question de la propriété publique de certains secteurs de l'économie. Parce qu'en France, nous, par exemple, je vais prendre cet exemple-là dans la campagne, pour nous, ça a été flagrant, il y a des thèmes politiques qu'on était les seuls à porter il y a une dizaine d'années, qui sont aujourd'hui repris par une bonne partie de la classe politique à gauche. Taxer les profits, répartir les richesses, interdire les licenciements boursiers, tant mieux. D'ailleurs, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas dire nous on était les premiers à le dire, ce serait complètement ridicule. Le problème, c'est de dérouler le film. Et aujourd'hui, en France, il y en a qui commencent à parler un peu plus fort que d'habitude, à gauche, et qui disent on va aller voir le capital, et nous, portés au pouvoir, on va leur faire la misère. Voire, on va les entourlouper. C'est-à-dire qu'on va faire un tour de magicien que je connais bien dans mon quartier, c'est-à-dire qu'une fois porté au pouvoir, en esquivant autant que faire se peut le vrai rapport de force et la vraie confrontation sociale, on va voir le capital et on va lui dire tu vois ma main, regarde ma main, elle est là ma main, tu vois bien ma main, et puis pendant ce temps-là avec l'autre main, on va aller dans la poche du capital et on va lui retirer quelques profits. Et le capital bon bougre, il s'est laissé avoir, il s'est fait retirer quelques profits et puis il continue à jouer autour de la table ronde des négociations et des partenaires sociaux. Ça, tous autant qu'on est dans cette salle, on sait que c'est une histoire pour enfants. Parce que dans la vraie vie, un gouvernement porté au pouvoir qui va voir le capital et qui lui dit ça, le capital, il lui dit « Tu veux mon argent ? Bah viens le chercher. Mais viens si tu l'oses. » Mais moi, je te rappelle un truc, c'est qu'ici, je possède tout.
Les secteurs clés de l'économie, c'est moi qui les possède. Alors tu prends ta pelle et ton seau et tu vas jouer au billes. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc la question qui se pose par exemple, et je pense que ça pourrait être un thème de campagne européenne, enfin de convergence européenne. Si on croit ce qu'on raconte sur le degré de crise écologique d'un côté et le degré de crise financière de l'autre, alors il faudrait au moins que dans deux secteurs clés de l'économie, c'est-à-dire la finance et l'énergie, on exproprie, je dis bien, on exproprie les intérêts privés. On y établit des services publics qui ont le monopole de l'activité. On établit un service public bancaire qui est le monopole de l'activité bancaire. Je dis ça pourquoi? Parce que ça a des traductions concrètes politiques à gauche, y compris dans la gauche radicale. Service public bancaire qui a le monopole de l'activité, c'est pas la même chose que service public bancaire qui a un pôle public bancaire. Parce qu'un pôle public bancaire, je sais ce que c'est. C'est un pôle public qui va être soumis à la concurrence d'opérateurs privés. Et dans un domaine que je connais bien en France, par exemple la Poste, toute proportion gardée, c'est un opérateur public qui ne va pas du tout raisonner comme un opérateur public. Il va raisonner en interne comme en externe, comme un opérateur privé. Parce que s'il ne le fait pas, il se fait ratatiner par la concurrence. D'où la nécessité d'établir des monopoles publics et de faire avancer la discussion sur, par exemple, un élément clé de l'anticapitalisme, le vrai, pas simplement le mot. Deuxièmement, la démocratie directe. Nous, au NPA, on a cherché à faire des démonstrations, elles peuvent déstabiliser, parfois, surprendre. Chez nous, ça tourne, c'est pas toujours les mêmes au moment des élections, parce qu'on a ça ancré dans le sang, à dire que pour nous, il n'y a pas de raison qu'on soit condamné à laisser des politiciens professionnels décider pour nos vies. Parce que ces vies-là, ils ne les connaissent pas. Cette marque de fabrique, c'est pas celle du NPA, c'est pas celle des anticapitalistes. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est probablement un point de ralliement pour des millions de personnes qui se mobilisent, qui pensent que les partis ne nous représentent plus, qui pensent que ceux qui vivent de la politique, ceux dont qui c'est le métier, ne nous représentent plus. Et donc nous, NPA, et ça a été tout le sens de la candidature au moment des élections présidentielles de Philippe Poutou, on a décidé, parce qu'on n'a pas d'autre solution si on a une qu'on la dise, de mettre en adéquation nos paroles avec nos actes. Puisque les politiciens professionnels ne nous représentent plus, alors nous, humblement, on cherche à se représenter nous-mêmes. On cherche à défendre nos idées nous-mêmes dans les échanges sociaux, politiques, électorales. Donc là, cette fois-ci, on a présenté un ouvrier de l'automobile, Philippe Poutou. Alors sa campagne, électoralement, elle vaut ce qu'elle vaut au niveau du score. On a fait plus d'1% des voix, soit. Il y a eu 400 000 personnes qui ont voté pour nous. Il y a 14 000 personnes qui sont passées dans nos meetings. Et puis surtout, il y a eu cette espèce de regard différent qui s'est porté sur justement cet ouvrier de l'automobile, qui avait un peu du mal dans les premières émissions, puis à la fin, il a transpercé, il a cassé l'écran. Et tout le monde s'est dit, tiens, mince, un ouvrier, ça sait causer, ça sait parler, ça a quelques propositions. Je parle du côté des commentateurs, mais pour nous, ça a été une leçon de choses, d'un point de vue politique. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga de quoi que ce soit. On est conscient des rapports de force, mais pour nous, c'était important. Parce que ça véhicule des revendications qui nous sont propres sur le type de représentation politique nouvelle qu'il faut construire au-delà des réalités des uns et des autres dans le cadre des mobilisations sociales. C'est-à-dire des partis qui ne sont pas professionnalisés, le plus contrôlés par la base, et dans lequel on a des armes démocratiques pour lutter contre des éléments de bureaucratisation qui concernent n'importe quelle organisation. Troisième chose, le drapeau de l'internationalisme. Alors nous, en France, ça a été la catastrophe, mais la catastrophe, je dis bien la catastrophe, c'est-à-dire que je vous dis, le déjà plus, c'est Sarkozy. Il est parti en vacances et là il faut qu'il se repose, tant mieux, qu'il se repose vraiment longtemps, c'est pas un problème. Mais quand on voit la campagne qu'il a menée, quand on voit que le Front National a fait son plus gros score de l'histoire, quand on voit surtout l'entre-deux tours qu'on s'est coltiné, où Sarkozy a fait une campagne en faisant l'apologie, je cite, des frontières, de la famille, je ne fais que le citer, de l'identité nationale, et quand vous voyez qu'avec ça on fait 48,4% des voix, nous ça nous révolte, mais je peux vous dire que tous les dirigeants de l'UMP aujourd'hui en France, ils ont ça dans la rétine. Parce qu'ils se sont dit que malgré tout, avec ce type d'orientation, on peut gagner, parce qu'il aurait pu gagner. Et ça, c'est planté dans le décor. Le problème aussi, c'est que face à ça, ça a été le silence radio à gauche. Et même très loin à gauche. Le drapeau de l'internationalisme, le vrai, tel que les uns et les autres, on l'a brandi et on continue à le brandir, c'est de penser finalement que notre seule patrie, c'est celle de l'humanité. Que nous, par exemple, en France, c'est ce qu'on a dit dans nos meetings, on a plus de points communs avec un ou une grecque qui est sur les barricades qu'avec un capitaliste français. Ça, aujourd'hui, malheureusement, dans le mouvement ouvrier en France, on est en pleine régression. Parce que l'heure est au Made in France, au protectionnisme, à la frontière. Et ça a le vent en poupe en ce moment.
Et l'idée d'aller à contre-courant de cette orientation-là, c'est malheureusement quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc voilà les 3 drapeaux, en gros, qu'on s'est fixés pour replanter dans le décor. La troisième et dernière chose, c'est la séquence qui s'ouvre actuellement en France, parce que je pense qu'elle va être, et je pense que tous autant qu'on est, on est conscient qu'on va au-devant de grands chamboulements sociaux, politiques et économiques. Et peut-être que la nouvelle de ce qui est en train de se passer à partir de la Grèce, c'est qu'on est en train de prendre conscience collectivement en France qu'on est en train de vivre au même tempo que le restant des autres pays. On s'est remis à leur horloge. On est en train de vivre progressivement au même temps que la Grèce, alors que la Grèce était de plus en plus loin. C'est ça qui est en train de s'installer. Et nous, en gros, l'objectif, il est simple. On s'est fixé pour nous une partie en 2 manches au niveau du NPA. La première manche, c'est la séquence électorale. C'était notamment se débarrasser de Sarkozy et toute sa bande. La deuxième manche, elle fait que s'ouvrir. Et ça sera peut-être une situation aussi inédite. Celle d'un gouvernement de gauche, du PS aux affaires, avec ses futurs alliés d'Europe Écologie Les Verts, d'une partie ou pas du front de gauche, puisqu'au sein du front de gauche, la question de savoir si on participe ou pas au gouvernement, ou si on participe ou pas à la majorité présidentielle, elle divise le front de gauche. On aura, et c'est pour ça que ça sera peut-être inédit, ce type de gouvernement avec cette fois-ci des mobilisations sociales. Parce que tous les ingrédients qui existent dans la plupart des mobilisations sociales européennes existent évidemment potentiellement dans la société française. Ils ont été réfrénés par 2 choses. La première, c'est que la plupart des attaques ont été bloquées par la campagne électorale. Et là, en France, on est en train de subir une cascade de plans de licenciement comme par enchantement. On est en train de nous annoncer des coordonnées financières vachement plus compliquées que prévu, pour ceux qui s'y attendaient pas. Et on sort progressivement de l'état de démoralisation qui avait été lié à la défaite de la mobilisation sociale sur les retraites. Ce contexte inédit, pour nous, il est essentiel, parce que ça nous confère, et en tous les cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé au niveau du NPA, une responsabilité, c'est de ne pas laisser dans ce contexte-là le monopole de l'opposition au gouvernement de gauche à Marine Le Pen et à l'extrême droite. Et qu'il doit y avoir, à la gauche du gouvernement, une opposition la plus unitaire qui soit, sociale et politique. C'est dans ce sens-là qu'au moment des élections maintenant, et dans les semaines et dans les mois à venir, on s'est adressé à toutes les organisations de la gauche radicale. Toutes. Le Front de gauche, Lutte ouvrière, le mouvement des décroissants, les libertaires, pour dire discutons de tout ça. Discutons des points de convergence, qu'on défend les uns et les autres face à l'austérité. Discutons de notre hostilité commune par rapport à l'Europe libérale, de la nécessité de lutter contre l'extrême droite. Et le bilan, pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure par rapport aux élections, et pourquoi on n'a pas rallié Mélenchon, pour répondre clairement à cette question-là, d'abord, pour des questions de représentation politique, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que, pour faire soft, en termes d'auto-représentation populaire, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas forcément celui qui incarne le moins la politique professionnelle, on va dire ça comme ça. Et puis parce que fondamentalement, la raison qui fait qu'on l'a pas rallié, c'est peut-être probablement la même, qui fait que Jean-Luc Mélenchon n'a pas cherché, quand il a quitté le Parti Socialiste il y a 3 ans, à prendre contact avec le NPA quand il est sorti, mais à prendre contact avec le Parti communiste. C'est-à-dire que lui, comme la direction du PC, sont en effet dans le cadre d'une orientation qui consiste à promouvoir un grand changement radical, mais de l'intérieur. Un espèce de réformisme radical. Et je dis pas ça pour stigmatiser, c'est juste parce que c'est leur orientation politique. Ce type d'orientation qui fait que, par exemple, au moment de la grande grève des retraites, il a préféré choisir la solution du référendum, qui réclamait, plutôt que celle de la grève générale. Type d'explication qui fait que, par exemple, dans la campagne, si Philippe Poutou n'avait pas été candidat, il y a des revendications qui n'auraient même pas été défendues. L'annulation de la dette illégitime, qu'on était les seuls à défendre. L'expropriation des intérêts privés dans le service public bancaire, j'en ai parlé, on était les seuls à le défendre. La sortie du nucléaire en 10 ans, on était les seuls à le défendre. Même la régularisation de tous les sans-papiers, on était les seuls à le défendre dans notre plateforme électorale et dans notre profession de foi. Parce que ça a un petit rapport avec cette orientation-là. Et du coup, la conséquence, elle est plus concrète encore, c'est en termes de positionnement politique. Nous, on a dit clairement, il faudra construire une opposition à la gauche de ce gouvernement, ça ne pourra pas être le NPA seul. Donc, il faut une formulation unitaire. Aujourd'hui, et c'est là toute la bataille unitaire, et c'est pour ça que c'est absolument pas contradictoire, dans le Front de gauche, il y a un débat. Le Front de gauche a réalisé une campagne extrêmement dynamique, qui a redonné espoir à plein de militants. Nous, on l'a abordé de façon positive. Le problème, c'est comment on fait pour que ça s'inscrive dans la durée. Et l'objectif du NPA en France, c'est pas de faire la voiture balai dans les semaines et dans les mois à venir, pour ramasser tous ceux qui ont été déçus, et tous ceux qui ont été confrontés à de nouvelles désillusions. Parce que les désillusions, ça crée rien de bon. Rien de bon. Donc c'est pour ça qu'on propose, nous,
cette formulation d'opposition de gauche au gouvernement. Alors maintenant, la question, c'est plus à nous qu'il va falloir la poser, c'est au front de gauche. Et nous aider à faire en sorte qu'ils basculent dans le bon camp, tous autant qu'ils sont. Et pas simplement une partie du front de gauche. Les autres organisations de la gauche radicale utiliser toutes les connexions internationales qu'on a pour le faire, tant mieux. Aujourd'hui, le PC, il dit, notre vocation, c'est de gouverner. Et il faut qu'il y ait une inflexion de la politique du PS pour nous permettre d'y aller. Le PC, aujourd'hui, la direction, n'exclut rien. Ils décideront le 20 juin. Si le PC ne va pas au gouvernement et ne soutient pas la majorité présidentielle, ce sera une très bonne nouvelle du point de vue des rapports de force. Parce que ça sera un point d'appui supplémentaire pour créer cette opposition sociale et politique. Mélenchon, il dit, j'irai pas dans un gouvernement socialiste. Soit. Aujourd'hui, il dit, alors c'est quoi son expression? C'est l'autonomie conquérante. Je suis comme vous, moi quand j'entends autonomie conquérante, les pupilles s'éteignent, j'ai du mal à comprendre. Même pire que ça, j'ai une ampoule rouge qui commence à s'allumer au-dessus de ma tête en disant éventuellement danger. Et il explique qu'il ne peut pas se sentir dans une opposition. En fait, leur choix, ça va être d'essayer de faire un pied dedans, un pied dehors. Donc le problème pour nous, c'est pas, en effet, et là je te rejoins complètement, c'est pas de rester spectateur de ce qui se passe, c'est de chercher à impulser les bonnes propositions politiques, et je terminerai là-dessus. Donc nous, on va se battre pour que cette opposition sociale et politique voit le jour, et pour continuer aussi à alimenter la réflexion stratégique à partir des expériences concrètes, parce que comme tu l'as dit, maintenant on est en train de passer dans les travaux pratiques. On est en train de passer dans les travaux pratiques, et on va beaucoup plus apprendre des événements eux-mêmes, peut-être que nos réflexions parfois à froid, mais il faut continuer à mener les deux. Et la perspective de maintenir la construction d'un outil politique anticapitaliste indépendant, c'est aussi participer à cette construction-là. Et je terminerai vraiment sur cette idée. Le dilemme, pour nous tous et nous toutes, c'est un peu ce que notre camarade et ami, qui nous a malheureusement quitté, Daniel Ben Saïd, aimait insister, c'était la fameuse discordance des temps. C'est-à-dire qu'on sait à quel point, dans notre combat, le temps électoral, c'est pas forcément le temps politique. Et le temps social n'est pas forcément le temps politique, qui n'est pas forcément le temps électoral. Et puis il y a des moments magiques où l'histoire s'accélère, c'est peut-être le cas actuellement en Grèce, où il y a des moments de synthèse, qui donc prouvent que potentiellement, raccorder tous ces temps-là, c'est possible. Contrairement au temps capitaliste qui, lui, de toute façon, émet des temps absolument contradictoires entre le temps court du profit immédiat et le temps long de la satisfaction des besoins de l'humanité et du respect de l'environnement, par exemple. Ça prend une autre allure dans tout ce qui est en train de s'ouvrir actuellement dans la séquence mondiale. Parce que moi, je ne peux pas croire, c'est peut-être mon côté éternellement optimiste, sachant qu'une fois de plus, rien n'est écrit d'avance, mais quand on regarde ce qui se passe actuellement au Québec, ce qui s'est passé au Chili, les révolutions arabes, les mouvements sociaux, la séquence qui est en train de s'ouvrir en Grèce, je crois que face à nous, il y a une nouvelle période historique qui est en train de s'ouvrir. Une nouvelle, qui nous confère des responsabilités particulières. Et comme tu l'as dit, le mouvement de pendule, moi j'adore, c'est exactement ça. C'est qu'on va passer d'une situation euphorique à une situation, en quelques mois, démoralisante et vice-versa. Des moments de flux et de reflux comme peut-être jamais on a connu. Et le problème pour nous tous et nous toutes, et c'est un peu le sens aussi de mon intervention, c'est comment établir, parce que ça on sait que c'est tout sauf spontané, des passerelles, des liens et des lieux d'action et de réflexion entre nous, pour maintenir justement, au-delà de ces fluctuations, des mémoires communes, des niveaux de conscience et des réflexions de conscience communes. Et ça passe toujours par le projet de convergence des forces anticapitalistes européennes, parce que plus que jamais on en a besoin. Parce que la perspective stratégique pour sortir de la crise du capitalisme, c'est rien d'autre et ni plus ni moins, pardon de le dire, mais la perspective de l'Europe des travailleurs et des peuples en fait. C'est de ça dont on est en train de parler actuellement. On est juste en train de parler de ça. La nécessité de construire une Europe qui sorte des traités précédents et qui aboutisse une Europe où on prenne le meilleur des législations sociales et démocratiques. Si on ne fait pas ça, ça sera soit une solution fédéraliste d'un État européen qui sera simplement que l'huissier des banques, soit le retour, et ça c'est pas exclure, des réflexes souverainistes, nationalistes, chauvins, des États-nations, avec tout ce que ça colporte derrière. Donc on est vraiment à la croisée des chemins, et c'est pour ça que tous les lieux de convergence et de réflexion commune, il faudra les choisir. En tous les cas, nous au niveau du NPA, on a vécu des moments difficiles, il y en a encore quelques-uns qui nous attendent, parce qu'il n'y a pas de possibilité de se cacher des discussions et des débats qui sont complexes. Ceci étant, on maintient un outil politique militant, qui est là, et toujours là, qui se fera entendre dans les semaines et dans les mois à venir, et qui a bien l'intention justement de continuer à être, participer à faire ces passerelles internationalistes. Voilà, je vous remercie. Voilà,
les offensives capitalistes, pardon, elles sont internationales, et que face à ça, il y a des résistances, et notamment un des gros enjeux actuels, on l'a vu, c'est la Grèce, et c'est important maintenant de se manifester, d'organiser une campagne de solidarité. On a parlé notamment de la manifestation qui aura lieu le 13 juin, il faut aussi en parler partout, puis faire vivre ça dans les syndicats, et il faut faire vivre ces résistances internationales. Voilà, je crois qu'on peut terminer là-dessus, et salut, camarades.